C'est dans la situation qu'on est maintenant. Et donc, bon, mais je pense qu'on peut avoir une discussion avec la salle et tout ça. Je ne veux pas parler trop, mais tout ça, c'est parfaitement artificiel. C'est aussi artificiel que la menace soviétique. Il y a toujours des menaces parce qu'il y a le momentum de ce complexe militaire industriel. Et il faut les intellectuels pour trouver des prétextes. C'est pour ça les think tanks, parce qu'on ne peut pas dire au peuple « Ah oui, il faut faire la guerre parce qu'il faut avoir du travail dans l'Ohio ». Non, il faut trouver une grande cause. Et malheureusement, les Américains, il y a une idéologie extrêmement forte. C'est l'idéologie qu'on est la nation exceptionnelle. Nous sommes le seul, blablabla. Tout ça est absolument intériorisé par la plupart de la classe politique. Et malheureusement, ils croient tout cela. Ils pensent que nous sommes vraiment spéciaux et que le monde a besoin de nous pour tout diriger. Et donc, cette idéologie est très tenace et très difficile à combattre. Et avec ça, on a la population qui n'a rien à voir avec tout ça. La grande population ne sait pas où trouver un pays étranger, sauf le Mexique et le Canada, et encore. Et c'est complètement indifférent. Donc, il y a un petit poignet de spécialistes de ça qui dirigent ce pays. Et je dois dire, ça n'a rien à voir avec quelque démocratie qu'on puisse imaginer. Bon, voilà. Madame Johnson, vous vouliez répondre? Dans ma présentation, j'avais sauté un élément important que vous connaissez peut-être bien. C'est le livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier. Et je vous rappelle cela parce que je parlais de PNAC, mais ce n'est pas seulement ça. En effet, c'est deux directions qui mergent là, parce que après tout, c'est Brzezinski qui avait créé les terroristes en Afghanistan pour affaiblir l'Union soviétique. Donc, dans cette ingérence dans le monde musulman, il y a Israël, mais il y a aussi l'objectif Brzezinski d'affaiblir la Russie. Alors, il y a une sorte, je viens ensemble maintenant, surtout après cette affaire de Syrie. Il y a Brzezinski, n'oublions pas, c'était le fils d'un ambassadeur polonais au Canada. Donc il y a toujours, exemple de ce que je disais, il y a les Américains qui viennent de l'Europe de l'Est, on veut utiliser la puissance américaine pour nous, pour les Polonais, pour les Ukrainiens, pour n'importe qui. Il y a beaucoup qui voient la puissance américaine comme un instrument qu'ils peuvent utiliser. Alors, la thèse de Brzezinski, c'est évidemment qu'il faut empêcher l'unification de l'Eurasie. Et la première chose là, évidemment, c'est de séparer l'Allemagne et la Russie. Donc ça, c'est un objectif stratégique fondamental. Et on utilise l'Ukraine à ce but. Et évidemment, il y a, Pierre Lévy peut le dire parce qu'il passe beaucoup de temps en Allemagne, mais je le sais aussi, il y a énormément d'Allemands qui ne sont pas d'accord. Mais c'est comme les Américains qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas représentés par leur classe politique. Mais il y a énormément de critiques de cette politique en Allemagne, mais jusqu'à présent, ça ne change rien. Parce que malheureusement, le système politique est bien géré et ne permet pas toute une grande opinion de se trouver une expression dans le système politique. Vous voyez ma thèse sur la guerre de Yougoslavie, et je pense que c'est très approprié pour ce qui se passe aujourd'hui, que la Yougoslavie, c'était un terrain d'expérimentation de comment changer un régime ou casser un pays. On a pratiqué toutes les techniques
qu'on utilise maintenant en Ukraine. Vraiment, il y a un catalogue de techniques qu'on a pratiquées en Yougoslavie et on a même vu l'Ukraine comme la Yougoslavie comme une petite Union soviétique avec la Serbie jouant le rôle de la Russie vraiment comment casser un pays. Et la Yougoslavie était tout petit, c'était facile, on bombarde sans perte, c'est un exercice. La Yougoslavie était un exercice pour les États-Unis et l'OTAN. Alors, à l'intérieur de l'Union européenne, c'est un cas de figure complètement différent. Parce que ce n'était pas pratique pour l'intérieur, c'était vraiment, surtout pour la zone soviétique, comment casser un pays, comment changer un régime avec les ONG, tout le bazar, avec les minorités qu'on protège contre les méchants dictateur, etc., même s'il n'est pas un dictateur. Tout ce qu'on a fait en Yougoslavie, on voit répétition. Et je pense que c'est vraiment important encore pour comprendre la Yougoslavie, parce que c'était vraiment le terrain d'expérimentation qu'on voit encore et encore. À l'intérieur de l'Union européenne, c'est vraiment une autre situation. Non, mais je pense que l'Argentine est un cible de... vous savez sans doute mieux que moi, mais je trouve que cette affaire de vulture funds, je ne sais pas, les fonds vautours qui sont utilisés contre l'Argentine, c'est vraiment... c'est pour casser une résistance. Même, je félicite la présidente de l'Argentine qui a osé en parler devant les Nations Unies. Hélas, quand je vois le système politique aux États-Unis, ce bipartisme, où les deux partis sont achetés par les mêmes intérêts, on parle beaucoup dans les pays de l'Est de l'oligarchie. Je ne sais pas ce que c'est que les États-Unis si ce n'est pas une oligarchie. Et les candidats sont extrêmement limités. Il y a un choix qui est peut-être plus limité que le choix que la Chine veut mettre sur Hong Kong. C'est vraiment... il y a deux candidats qui comptent et qui sont... pareil au même. Je dis, il y a beaucoup d'opposition intellectuelle aux États-Unis, mais sans représentation politique, aucune. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, je ne suis pas là-bas. Si j'habitais là-bas, peut-être je serais dans la rue, je ne sais pas. Mais honnêtement, je ne peux pas être très optimiste parce que le système est vraiment bouclé. Et aussi, on a une grande partie de la population qui ne s'intéresse à rien. Il y a une indifférence politique qui est... Ceux qui sont intéressés sont très intéressés. On parle de Paul Craig Roberts qui parle tous les jours, écrit tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, mais il n'y a pas d'expression politique. Le système est vraiment bouclé. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un changement en Europe? C'est ça que je ne comprends pas. Le système n'est pas aussi acheté par les grands intérêts en France qu'aux États-Unis. Il y a plus de possibilités de changer quelque chose ici. Ce que je ne comprends pas, c'est les Européens. Je ne comprends pas pourquoi les Européens suivent les États-Unis à la catastrophe. Bon, si on voulait empêcher la Troisième Guerre mondiale, il faudrait que l'Europe change. Si les États-Unis n'avaient pas le fidèle Europe qui va les suivre n'importe où jusqu'en enfer, ça serait la façon d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. Mais quand on sait que les Européens suivent, bon, ça leur donne l'OTAN, ça leur donne la communauté internationale, comme ils disent, et c'est ça, vraiment, c'est l'Europe qui me mystifie. Je comprends les États-Unis
je vois les intérêts. C'est dans leurs intérêts comme ils les conçoivent. Je ne suis pas d'accord que c'est dans les intérêts des Américains, bien sûr que non, mais dans l'intérêt de ceux qui dirigent. Mais je ne vois pas en quoi cette politique est dans l'intérêt des Européens. Ça semble absolument contraire. Et je suis mystifiée tous les jours par ce suivisme. Je disais tout à l'heure que je ne vois pas que le système politique est bloqué pour un changement de politique. Mais c'est vrai que le pays lui-même, les États-Unis, c'est très fragile. Il y a des catastrophes qu'on ne prévoit pas qui peuvent arriver. C'est vrai que quand on a la population dans les prisons les plus grandes du monde, il y a l'écart entre riches et pauvres, c'est toujours plus grand. C'est-à-dire que c'est pas du tout un système stable aux États-Unis. Je ne sais pas, parce que les vraies catastrophes, on ne les voit pas. On ne dit, ah oui, dans 2-3 ans, il y a ceci ou cela. On ne sait pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de fragilité dans le système américain. Et bien que le système politique est bloqué actuellement, les choses peuvent arriver au niveau social, économique, à cause des fragilités qui pourraient changer la donne. Il y a beaucoup de mécontentement aux États-Unis, mais il est mal exprimé. Il y a eu déjà l'opposition à NAFTA aux États-Unis, mais ça a perdu. Et donc on est un peu découragé par les défaites, comme ici. Mais je pense que le système n'est pas du tout aussi puissant à la base qu'il paraît. Il y a le militaire, mais la base sociale est très fragile. Pour moi, ce n'est pas la Chine en tant que Chinois qui serait un ennemi. Ce qui est l'ennemi des États-Unis, c'est un État fort, quel qu'il soit. Le fait que la Chine est un État fort est un adversaire, parce qu'un État fort peut se protéger d'une façon ou d'une autre. Alors, le vrai adversaire des États-Unis dans la mondialisation, c'est l'État-nation. Alors, en tant qu'État-nation historique et fort, la Chine, comme ça, est un adversaire. Ce que voudraient les États-Unis, c'est la même chose qu'ils voudraient pour la Russie, c'est comme en Yougoslavie, d'en faire un tas de petits États. Déjà, on soutient les Ouïghurs, les Ouïghurs musulmans dans l'ouest de la Chine. Parce que l'idéal, c'est de casser les grands États en petits morceaux et puis faire un État de monde, diriger le monde. Alors les Chinois, on aime bien les Chinois, pas les Russes peut-être, mais il y a une longue tradition. Personnellement, on aime bien les Chinois, mais on voudrait beaucoup de petites Chines, hein? C'est ça, et pas une grande. Et l'Europe des régions? Oui, je pense que jusqu'à présent, les États-Unis ne sont pas très inquiétés par le Brésil, parce que le Brésil est très fédéralisé. C'est pas un État fort. Comme je dis, l'ennemi, c'est l'État fort. Et le Brésil n'a pas du tout cet aspect jusqu'à présent. Ça semble assez mou comme État. Et donc, c'est comme adversaire, les États-Unis sont meilleurs en Amérique latine que le Brésil. Mais ce qui est absolument universel, c'est l'opposition de tout État qui pourrait choisir un autre modèle de développement. C'est ça. C'est qu'on a un seul modèle. Et sans État, les États-Unis peuvent imposer leur modèle. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment aussi simple que cela.